Alors, c'est parti, vous pouvez y aller. Désolé. Ok, ça marche. Je vais allumer le cam, même si c'est sombre, il n'y a pas de souci. Alors, je disais tout à l'heure que je m'appelle Elhaj Ibrahim Diago, je suis ingénieur en développement, ingénieur en génie logiciel, et je travaille actuellement à l'UNICEF. Et je suis aussi l'initiateur du podcast Wolof Tech, où l'on parle de la technologie en utilisant la langue Wolof pour promouvoir la technologie au Sénégal. Voilà, c'est à peu près ça. Ok, bah oui, en matière de profil, c'est quoi, Ah, exemple? Alors, moi, je suis développeur et j'ai fait beaucoup de développement au Sénégal. Déjà, quand j'ai eu ma licence, j'étais déjà en entreprise. J'ai fait 4 ans, 5 ans en entreprise. Et après, je suis retourné reprendre mes études en master. Et quand j'ai fini le master, je suis reparti en France où j'ai fait un stage à Lyon, à l'université Claude Bernard de Lyon, où j'ai travaillé avec des doctorantes sur l'implémentation de certains algorithmes qu'ils avaient proposés sur l'intelligence artificielle. Donc, après cela, j'ai rejoint, comment dirais-je, IDEMIA à Paris, où j'étais DevOps. Et après cette expérience-là, je suis revenu au Sénégal et je travaille maintenant à l'UNICEF en tant que développeur. Voilà, et on développe des solutions pour la sous-région, dans le Sahel et voilà, et tout ça. Voilà. À peu près, en résumé, c'est un peu mon profil et mon postage. Je suis développeur, mais j'ai fait aussi du DevOps à Paris, chez IDEMIA, dans une entreprise de sécurité informatique, ouais. Ok, merci beaucoup en tout cas et franchement, merci pour le travail que tu es en train de faire au niveau de la communauté tech du Sénégal. Hein. Encore Ok, une merci. fois, donc merci beaucoup. Et on va laisser ce mot tour Gore. Bonjour, donc en fait, moi je suis M. Leigora. Donc du coup, moi j'ai commencé donc, mes études au Sénégal, au Gaston Berger. Lorsque j'ai eu une maîtrise en informatique, je suis venu en France pour continuer un DEA. Donc à la suite, je suis resté en France. Donc là, je travaille depuis presque 20 ans autour des outils Microsoft, notamment Microsoft. Je fais du développement, de l'architecture, du software craftsmanship et aussi DevOps. Donc actuellement, j'ai un poste de DevOps. Donc voilà, donc en gros, je travaille autour des outils, notamment Microsoft, depuis pas mal d'années. Et je fais donc du développement, de l'archi et aussi du DevOps. Et merci beaucoup pour cette présentation, M. Gora. Et Amadou? Oui, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Amadou Lamine Sam. Voilà, donc je suis venu en France après mon bac. Donc, j'ai fait mes études en réseau et télécommunications. Donc, je suis diplômé à l'INSA Toulouse en réseau et télécom également, avec une spécialisation au niveau du cloud computing. Donc, depuis sortie d'école, je travaille sur des sujets proprement cloud, que ce soit du cloud privé avec du OpenStack. Et aujourd'hui, je fais plus du cloud public. Voilà, avec Azure, ça fait 3-4 ans que je travaille sur Microsoft Azure en tant qu'architecte et builder, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Amadou, pour cette présentation. Donc, Rodrigo? Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Rodrigo Souza, je suis diplômé de Dakar et moi, j'ai eu un cursus en réseau et administration système qui n'a rien à voir avec mon métier actuel. Je suis software engineer à Intersys et puis concernant mes expériences, j'ai eu à développer des projets pour la NASA principalement. Ensuite, Volkswagen, BMW et plus récemment, depuis 2 ans, Swisscom. Donc aujourd'hui, je suis plus spécialisé dans les appels d'urgence en Suisse. Donc je fais principalement de la maintenance des appels d'urgence pour la police, les ambulances, donc tout ce qui est appel d'urgence. Et après avoir porté le projet sur les nouveaux protocoles d'appel d'urgence en Europe, j'ai porté le projet à l'Union européenne et ça a été validé. Et suite à ça, je me charge principalement avec une équipe de 3 développeurs sur la portée des nouveaux systèmes d'appel d'urgence en Suisse et on compte exporter ça à d'autres pays au sein de l'Union européenne. Donc, principalement, c'est ça mon expérience. Et puis, ouais, je fais un peu aussi du DevOps lié déjà mon expérience en administration système et puis du fait que je fais du développement, mais c'est un peu limité, étant donné qu'on est dans une grande équipe, on a des testeurs, on a l'ensemble d'équipes, il y a des gens qui sont spécifiquement spécialisés dans ça et qui s'occupent de ces tâches-là en DevOps. Donc, même si la majeure partie du temps, on y contribue. Donc, je pourrais
aujourd'hui aussi ajouter mon expérience et du point de vue d'un développeur, comment il peut contribuer au DevOps ou comment il peut migrer et devenir un DevOps. Du coup, voilà, en gros, ma biographie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Rodrigo. Donc, Monsieur Mordiou. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mordium. Bon, j'ai fait toutes mes études au Sénégal. Donc, j'ai fait l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. J'ai fait la formation DIETEL, diplôme d'ingénierie en électronique et télécommunications. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, en fait, j'ai intégré aussi l'école polytechnique pour une autre formation en génie informatique et télécom. Donc, là-bas aussi, j'ai été diplômé en tant que génie informaticien. Et comme ça, j'ai débuté ma carrière avec du développement. Donc, j'ai commencé à être développeur en full stack sur presque la plupart des langages de programmation ou bien les frameworks de développement. Et c'est après, depuis 3 ans que je me suis spécialisé dans tout ce qui est cloud DevOps. Aujourd'hui, j'accompagne en fait les clients en tant que consultant, en tant que employé chez BioOpenIT. J'accompagne nos clients sur tout ce qui est cloud, tout ce qui est mise en place d'un cloud privé aussi, tout ce qui est cloud public et tout ce qui est automatisation pour mettre en place des chaînes de livraison qui permettent en fait d'améliorer les workflows. Et aussi, je suis aussi expert OpenShift Kubernetes et j'accompagne aussi nos clients sur ces deux-là et tout ce qui est containerisation, orchestration et tout ce qui en suit. Donc, c'est tout ce que je fais au quotidien aujourd'hui en tant que lead cloud DevOps. Merci. Et merci beaucoup, Mor, pour cette présentation. Et Mustapha, Diago, il y a 2 Diago dans la présentation aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous inviter aujourd'hui, de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet en fait super important. Donc moi, c'est Mustapha Diago et je suis architecte sécurité chez Talend aujourd'hui. J'ai aussi fait une partie de mes études au Sénégal où j'ai été à l'Université Gaston Berger, mais à l'UVA, l'Université virtuelle africaine. Donc, après mon bachelor en génie logiciel, j'ai eu mon master en sécurité de l'information en France. Et j'ai commencé ma carrière en tant que développeur sur des produits de sécurité, notamment en fait la signature électronique, l'archivage électronique, tout ce qui est IAM. Et j'ai aussi des expériences en fait sur la PKI, en fait, une des boîtes leaders de la PKI en France. Et aussi, j'ai travaillé chez Safran comme architecte aussi sécurité sur des produits aussi d'authentification électronique. Et actuellement, depuis 2 ans et demi, je suis chez Talend en tant que sécurité architecte où j'accompagne les équipes de développement et les opérationnels, donc les SRE, à sécuriser en fait tout ce qui est environnement cloud et aussi applicatif, donc nos développements applicatifs. Et bien entendu, en fait, en accompagnant le cycle de développement, notamment pour parler de sécurité dans le cycle DevOps en fait chez Talend. Et voilà, donc c'est globalement ça. Et donc voilà, donc en tout cas, merci beaucoup aujourd'hui de nous inviter, de l'opportunité de parler de ce sujet. Et en tout cas, merci aussi, merci pour nous aussi. Donc, je vais commencer la question avec M. Mordiou. Bon, en fait, si vous voulez expliquer le concept de DevOps à une personne qui ne connaît pas DevOps, quelle sera la définition que tu vas lui donner, par exemple? Bon, DevOps, c'est aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde en parle, mais pour comprendre un peu DevOps, il faut connaître un peu aujourd'hui les enjeux du monde IT, en fait. Donc, DevOps, en fait, c'est la concaténation de 2 mots, développeur, développement et opération. Donc, si on prend, en fait, la concaténation de ces 2 mots, en fait, on a le mot DevOps. Mais en fait, c'est quoi le DevOps? Aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre, en fait, pour faciliter ce qu'on appelle la chaîne de livraison. Et quand on parle de chaîne de livraison, c'est la chaîne de mise en production des applications. Et aussi en termes DevOps, si on parle DevOps, la plupart des gens aussi pensent en termes d'outils, mais au-delà de ça, en fait, ça peut être aussi de la communication,
de la culture en fait qu'il faut instaurer au sein des entreprises pour pouvoir en fait améliorer tout ce qui est de cette chaîne de livraison. Donc, en fait, pour remonter un peu, donc dans les entreprises, on a d'habitude les développeurs qui se chargent en fait de mettre en place le code pour les applications, et on a d'habitude les ops qui se chargent en fait de mettre en production les applications. Et on sait qu'en fait ces deux profils-là en fait ont des compétences différentes, et ce qui pose souvent problème. Du coup, en fait, les développeurs d'habitude ils peuvent mettre en place des applications, des nouvelles fonctionnalités. Ils sont d'habitude agiles parce qu'ils sont capables de se conformer aux besoins du business, c'est-à-dire que du client. Oui, bon. Ok, continue. Et à côté, tu as l'équipe opérationnelle qui se charge en fait de mettre en production ces applications. Et la plupart du temps, en fait, il se pose un problème de séparation de rôle. C'est-à-dire qu'une application peut tourner correctement dans le monde des développeurs, et quand on le passe dans le monde des opérations, l'application ne tourne pas correctement. Et d'habitude, on ne sait pas où se trouve le problème, et c'est là où est né DevOps en fait, qui permet en fait un peu de supprimer en fait cette barrière qui fait qu'en fait une application à l'époque pouvait fonctionner correctement dans le monde des développeurs et ne pas fonctionner dans le monde de la production gérée par les ops. Donc aujourd'hui, DevOps, c'est tout ce qu'il faut, tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour faciliter la promotion des applications du monde des développements vers le monde des opérations, pour qu'on puisse avoir la possibilité de livrer fréquemment, sans problème et avec toute confiance. Donc, c'est un peu ça, en fait, en termes simples, ce que je peux dire, en fait, sur le DevOps. Maintenant, bon, il y a pas mal d'outils qui tournent autour de ça, et aussi, il y a pas mal d'acculturation qui tourne autour de ça. Bon, bah oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette définition excellente, franchement. Et bon, pour essayer en fait de visualiser un peu le monde du concept, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, que chaque personne a sa propre perception. Bon, Gorelei, en tant que personne qui a 20 ans d'expérience, quoi. Bah oui, qu'est-ce que tu en penses en fait du DevOps? En fait, le DevOps, c'est en gros la contraction de deux mots, DevOps. Donc, c'est en gros l'idée de créer donc, des équipes capables de travailler ensemble avec des outils et méthodes efficaces donc pour en gros la livraison en continu et encore pour pouvoir délivrer efficacement, mais aussi automatiser les process. C'est en gros ça, quoi. L'idée, c'est en gros de créer des équipes de devs, à la fois des devs, des ops, mais aussi des personnes de la sécurité, donc capables de travailler ensemble de manière continue, efficace, et qui permet d'une manière générale de pouvoir faire des livraisons en continu, en toute confiance, aussi en toute sécurité. L'idée, c'est qu'en gros, au lieu de viser la vitesse, donc on vise l'efficacité, aussi la performance. Donc, parce que quand on vise la vitesse, on peut perdre en efficacité, on peut aussi faire du gaspillage. Par contre, si on vise l'efficacité, donc à la fois on gagne en efficacité, mais aussi en vitesse. Donc voilà en gros ce que je retiens du concept DevOps. C'est bon. Bon, en tout cas, merci. Bon, vous êtes en phase, toi et moi. Donc, c'était bien défini. Bon, je pense que nous avons un peu d'idées sur ce qui tourne du DevOps Extra et tout. Avant de venir sur Amadou, Rodrigo et Thiago, je vais passer la main à Mustapha pour qu'il nous parle de DevSecOps, quoi. Avant que je pose une question sur la relation qui existe entre DevOps et DevSecOps. Qu'est-ce qui le différencie? Donc, d'après toi, Mustapha, qu'est-ce qui est DevSecOps? Alors, du coup, le DevSecOps, il va être une sorte de prolongement en fait du DevOps, comme l'a bien dit Momor et Gora tout à l'heure. En fait, le DevOps était un peu le monde dans lequel les opérationnels et les développeurs travaillent ensemble. Donc, c'est une approche collaborative pour éviter en fait ce fameux silo où avant, tu avais les gens qui travaillaient là-bas et aussi les opérationnels qui se chargeaient de mettre en production les applications. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y ait plus cette barrière-là, en fait, quoi. Donc,
dans ce truc-là aussi, on avait aussi la sécurité qui était à côté. Donc, le DevOps s'est bien développé au fil des années et du coup, la sécurité aussi était un challenge dans lequel il fallait intégrer aussi en fait la sécurité dans ce cycle-là. Donc, le DevSecOps n'est rien d'autre en fait que aussi l'intégration en fait de tous les contrôles de sécurité dans le cycle DevOps en lui-même. Donc, on va aussi éviter d'avoir le cycle DevOps, des ingénieurs DevOps qui sont là, qui sont bien, qui maîtrisent tous les outils, et l'équipe sécurité qui est à côté et qui dit, bah écoute, qui observe les gars d'où en fait ou à côté. Donc, le DevSecOps va être vraiment toutes les workflows, les pratiques qu'on va mettre en place pour que la sécurité soit intégrée à chaque phase et ne pas attendre, par exemple, à la fin de la livraison, par exemple, pour s'intéresser à des aspects sécurité. Donc, on va le faire depuis la première phase du cycle de DevOps jusqu'à la dernière et que chaque personne, en fait, intègre, en fait, ce qui est nécessaire à la sécurité, en fait, dans chaque phase, en fait. En gros, en fait, c'est un peu la définition pour ne pas être très long. OK, donc, bon, avant de venir sur Mamadou, je vais poser la question à Ibrahima pour savoir qu'est-ce qui lie exactement DevOps et DevSecOps. Ibrahima, tu es en mode mutant. Ibrahima Thiago. Alors, ouais, je suis là. Alors, je pense que c'est une très bonne question entre le DevOps et le DevSecOps. Alors, comme son nom l'indique, le DevSecOps, c'est-à-dire intégrer la sécurité dans toutes les parties du développement, c'est-à-dire du DevOps. C'est-à-dire, comme Mustapha l'a dit, la sécurité est une chose qu'on avait tout le temps oubliée, qu'on mettait tout le temps à la fin du processus, pratiquement, tu vois. Donc, du coup, maintenant, quand on essaie d'intégrer la sécurité dans ce flux-là, ça devient du DevSecOps. Donc, c'est à peu près la liaison qu'il y a entre la sécurité et le DevSecOps. Et comme l'a dit les autres, le DevOps, c'est une culture. C'est une subculture qu'on implémente dans l'entreprise. C'est une façon de travail. Et quand tout le monde maîtrise cette façon de travail-là, cela ne veut pas dire que le travail est fini. Il reste maintenant la sécurité. Et il faudra rajouter la sécurité dans la chose pour que tout soit plus en sécurité d'une certaine manière. Donc, moi, c'est ça que j'ai compris de la sécurité que l'on intègre dans le DevOps. Voilà, c'est ça que j'ai vu comme liaison qu'il y a dans ces deux choses-là. Voilà. OK. Et ça, c'est intéressant quand même. Donc, bon, là, je vais poser la question à Mamadou pour savoir, parce que, bon, je vais me présenter comme étant une bleue. Est-ce que lorsqu'on parle de DevOps, on parle de cloud, par exemple? Est-ce que DevOps égale à cloud ou bien est-ce que cloud égale à DevOps? Merci Gora. Donc, je pense que mes autres en fait ont bien défini ce que c'est le DevOps et le DevSecOps. En fait, le DevOps n'est pas forcément du cloud, en fait. Par exemple, pour mettre en place des outils DevOps, on peut le faire avec des solutions on-premise, voilà, comme du Jenkins. Parce que pour moi, le DevOps aussi, après cette coordination entre les deux équipes, que ce soit l'équipe DevOps, au niveau mise en œuvre, pour moi, il y a deux parties. Il y a une partie coordination, là où on fait tout ce qui est planification des tâches et coordination des équipes via des méthodologies comme Scrum, ce genre de choses. Mais aussi, il y a cette partie utilisation des outils pour faire les tâches, pour automatiser et également faire tout ce qui est de l'intégration continue et du déploiement continu. Et pour ces différentes phases, en fait, il faut savoir que on peut les déployer sur des outils classiques on-premise. Par exemple, je parlais tout à l'heure du Jenkins, par exemple, c'est un outil qui permet de faire de l'automatisation de tâches. Mais moi, aujourd'hui, étant un acteur du cloud public, forcément sur Azure, en fait, je vois le cloud comme une simplification du DevOps. Comme une simplification. Donc, c'est comme ça que je le vois, en fait. Ça veut dire que le cloud vient apporter son plus, en fait, sur cette partie DevOps-là, en faisant, en fait, intégrant tous les différents briques qu'on peut avoir sur le DevOps dans une même solution. Je vais prendre l'exemple de Azure DevOps, par exemple. Azure DevOps, quand on y souscrit, en fait, on a 6 briques dans Azure DevOps. Et ces 6 briques-là, en fait, incluent la phase de coordination, planification des tâches,
mais également l'automatisation de l'ensemble en fait, des applications, que ce soit l'intégration continue et le déploiement continu. On pourra rentrer en détail par la suite en fait, sur l'ensemble des outils. Ok, en tout cas, merci beaucoup en fait pour cette différence. Et vu qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est théorique concernant DevOps, je vais poser une question à Rodrigo pour savoir maintenant. Qu'est-ce qui constitue le quotidien d'un DevOps, par exemple? Si on dit que je suis ingénieur DevOps, sur quoi je travaille exactement? Alors, concernant les tâches du DevOps, déjà pour commencer, il faut savoir, selon moi, j'estime que le DevOps, c'est quand même un métier à part entière. C'est le travail d'une vie basé sur une grosse expérience. Et en fait, c'est une grosse jointure qui va venir et travailler sur la qualité, sur les règles qui vont permettre d'avoir la qualité du produit qui sera livré à la fin. Et que le DevOps va plus ou moins travailler sur un ensemble d'étapes dans le workflow, c'est-à-dire qui va joindre les efforts des développeurs, des testeurs, principalement aussi qui va permettre de livrer et de mettre certaines exigences en œuvre et d'assurer la qualité du produit. Alors, le DevOps, il est principalement, comme j'ai dit, comme on avait dit plus tôt, c'est Dev et Ops. Et de ce côté-là, le DevOps sera chargé principalement suivant. En fait, ça dépend exactement de là où on travaille et des outils qu'on va utiliser. C'est-à-dire, si les gens vont travailler sur du cloud spécifique, Azure, AWS, etc., ou c'est par exemple des entreprises qui utilisent leurs propres outils, qui sont orientés aussi d'outils open source only, comme par exemple, il y a des entreprises européennes, il est hors de question de travailler avec des outils américains, par exemple, ne serait-ce que pour la sécurité des données. Sera chargé de mettre en place plein d'outils suivant la nature qui sera exigée afin d'assurer justement le bon fonctionnement de la production, la production et la livraison de ce code-là. C'est-à-dire, quand on parle de DevOps, il y a plusieurs couches déjà de base. J'aimerais parler de ces couches-là. C'est-à-dire que d'abord, il y a ce travail de sysadmin, donc d'administrateur système principalement, et puis il y aura la mise en place, par exemple, d'un gestionnaire de livraison. Il y aura aussi l'automatisation je dis tasks, mais de tâches, donc Jenkins, etc., GitLab, etc. Ça peut être la mise en place de reverse proxy, ça peut être l'orchestration avec Docker, Kubernetes ou bien des outils spécifiques, par exemple d'HashiCorp comme Nomad, par exemple. La mise en place aussi de produits de sécurité, c'est-à-dire X-Ray, par exemple, pour les gestionnaires de dépôts sur Artifactory, le JFrog, ou bien que ce soit Nexus. Ce sera aussi, par exemple, la mise en place et la gestion de virtualisation, suivant les outils qu'on va utiliser. Par exemple, nous, j'ai eu à travailler avec énormément d'environnements. On avait AVI, ça va du Cloud Foundry, il y a énormément d'outils qui sont utilisés, mais en fait, c'est surtout par étape, en fait. Il y aura aussi la mise en place de produits pour tout ce qui est centralisation des logs, donc Elk, Splunk, etc. Et puis, on a aussi, pour les bases de données, on a aussi Prometheus et Grafana, par exemple, qui sont souvent utilisés dans certains environnements, justement, pour tout ce qui est metrics, tout ce qui est monitoring, etc. Donc, le DevOps va vraiment intervenir dans énormément sur énormément de phases de production et des règles qui vont assurer une bonne qualité de livraison des produits. Donc, ça va depuis la livraison du code sur le repo, l'ensemble, par exemple, des tests qui doivent être exécutés pour valider un build, par exemple, si jamais les testeurs fournissent des collections, par exemple, les functional tests avec Newman, donc c'est le CLI de Postman, pardon, avec Jenkins. Donc, il y a énormément d'outils qui sont à mettre en place et d'assurer justement la bonne qualité du workflow et puis de rejoindre les qualités qui sont exigées. Oui, en tout cas, merci beaucoup en fait pour ce tour des compétences, par exemple, et des tâches d'un DevOps. Et c'est sur ce que je vais relancer une question à mort pour savoir maintenant, quelles sont les bases du métier DevOps? Quelles sont les bases, par exemple, pour devenir un ingénieur DevOps? Aujourd'hui, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. On te parle de diplôme d'ingénieur en informatique ou bien en réseau télécom, mais il n'y a pas en fait un diplôme. En fait, il n'y a pas de formation spécifique en fait pour un profil DevOps. En fait, le DevOps, en fait, c'est un ensemble d'expériences acquises au fil du temps qui te permet à un moment donné de connaître en fait les enjeux du monde IT pour pouvoir donner des solutions qui permettent
qui permettent en fait de mieux s'appuyer, qui permettent de mieux mettre en œuvre des solutions qui renforcent le business. Et quand je parle de ça, aujourd'hui, pour être DevOps, il faut d'abord en fait connaître pour moi les problématiques du monde du développement. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font la confusion entre DevOps et agilité. Et ces deux concepts en fait d'accord, qui sont des pratiques au sein des entreprises IT, mais en fait qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes finalités. Parce qu'on parle d'agilité, aujourd'hui, c'est un peu en fait le fait de traduire le besoin du client, c'est-à-dire que le besoin business en code applicatif. Et ça, les développeurs en fait le savent carrément. Parce que quand on parle de développeur, c'est quelqu'un qui est capable en fait de traduire rapidement le besoin du client en code, quel que soit le langage de programmation. Et aussi, il est agile dans le sens où à chaque fois que le client apporte de nouvelles fonctionnalités, ou bien veut de nouvelles fonctionnalités, ou bien veut modifier quelque chose, il est assez agile, le développeur, pour pouvoir apporter rapidement ces changements. Alors que aujourd'hui, si un client veut une modification sur son application, il veut peut-être que cette modification aille le plus vite possible dans les environnements de production. Et c'est ça qui ne suivait pas. Parce qu'une fonctionnalité pouvait être émise par un client et que la fonctionnalité est mise à disposition du client une année après ou bien 6 mois après. Et du coup, en fait, il n'y avait pas cette itération qu'on avait entre le business et les développeurs. Cette fréquence d'itération, on ne l'avait pas entre les développeurs et les ops. Et c'est là où est né DevOps. D'accord, pour pouvoir en fait apporter cette fréquence de changement entre les développeurs et les opérations pour que tout changement émis par les clients puisse être rapidement mis en production pour que des clients en fait puissent avoir cette fonctionnalité à utiliser. Donc aujourd'hui, pour être DevOps, il doit en fait connaître un peu les enjeux des développeurs, connaître les il y a un écho. Il faut connaître. C'est bon, vous pouvez continuer. C'est bon. C'est bon, vous pouvez continuer. Donc, pour être DevOps, il faut connaître en fait les problèmes du développeur parce qu'en fait, l'idée en fait, c'est de pouvoir en fait trouver des moyens, des solutions qui permettent de prendre l'application qui est bien développée et de faciliter sa mise en production sans qu'il y ait de problème. Donc, il faut à la fois avoir un bon background en développement, connaître tout ce qui est en jeu dans ce côté et aussi connaître aussi les enjeux de l'infrastructure. Donc, c'est un peu le profil qui est capable de matcher le développement et l'opération pour pouvoir décliner des solutions qui s'adaptent à un contexte bien déterminé, parce que ça peut être une entreprise qui est dans le cloud public ou bien une entreprise qui a un cloud en privé. Donc, la solution a été développée. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir déployer ça et de pouvoir faciliter la fréquence de livraison pour que toute nouvelle fonctionnalité mise en œuvre dans le développement puisse se retrouver facilement en production. Mais en fait, bon, mais moi, j'ai une question. Donc, est-ce que donc là, tu veux dire que donc quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme et qui n'a pas d'expérience en développement ne peut pas devenir DevOps ou quoi? Ça va être très compliqué, parce qu'en fait, tu peux suivre l'ensemble de beaucoup de formations qui vont te dire que voilà, tu peux devenir DevOps parce que les gens aujourd'hui, ils pensent que DevOps, c'est des outils Jenkins ou GitLab, CI mettent en place la chaîne d'automatisation. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend DevOps, la colonne vertébrale du DevOps, en fait, c'est un peu la chaîne CI/CD. C'est ça qu'on dit, c'est ça. Et la chaîne CI/CD, c'est en deux déclinaisons. La CI qui est l'intégration continue et l'intégration continue, tout ce qui se fait là-bas, en fait, c'est ce qui est mis en place par le développeur. Donc, il faut passer par connaître qu'est-ce que le développeur doit mettre en place pour faciliter la CI/CD, pour pouvoir builder un artefact qui te permette de dire qu'en fait, cet artefact-là, je peux mettre ça en production en toute confiance au niveau de la CD. Et donc, si tu ne comprends pas les problèmes des développeurs, en fait, tu auras du mal à pouvoir décliner ou bien mettre en place une solution qui est capable, d'accord, de packager l'application qui a mis en place par le développeur pour l'amener en production en toute confiance. Donc, tu manques en fait cette confiance-là parce qu'en fait, tu ne peux pas garantir la qualité de ce qui a été mis en place par le développeur pour dire que je peux amener cette application en production avec toute la confiance qu'il faut.
C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut connaître le métier. Il faut connaître le métier pour pouvoir, parce que l'idée, c'est d'aider en fait les développeurs à amener leurs applications en production, parce que le développeur de nature, par sa formation, en fait, ne connaît pas les enjeux de la production. Donc, le développeur peut mettre le code qu'il faut, mais d'habitude, en fait, il n'a pas les enjeux du monde de la production. Donc, comme c'est toi qui est censé prendre l'application que le développeur a produit pour l'amener en production, donc il va falloir en fait avoir des mesures de qualité pour dire que cette application-là a tout ce qu'il faut pour être mise en production. Et donc là, Mor, tu parles donc l'aspect développement est très important en fait en matière de DevOps. Donc, c'est hyper important d'avoir cette base. En matière de DevOps, il est important d'avoir un background en développement. Et quand je parle développement, quand je parle développement, je ne parle pas de développement sur tel ou tel langage de programmation. Ça veut dire que les patterns, c'est quoi un test unitaire, c'est quoi un test fonctionnel, c'est quoi une régression dans une application, etc., etc. Parce que toute la chaîne que tu dois mettre en œuvre doit pallier à ces problèmes-là pour que l'application qui sera buildée puisse être amenée en production en toute confiance. Oh, ok. Donc, bon, là, quand même, c'est bien expliqué. Mais là, je voudrais avoir l'avis de Gora pour savoir, en tant que de base, oui, un homme de cloud, donc, qu'est-ce qui est réellement exigeant, en fait, à part l'aspect développement que Mor a expliqué tout à l'heure? Donc, en fait, aujourd'hui, pour faire du DevOps, donc, si vous voulez faire une équipe qui fait DevOps, si vous voulez la monter, donc, soit vous prenez des personnes qui savent tout faire, donc faire du développement, des tests, intégration continue, aussi infra et monitoring. Donc, soit vous cherchez plusieurs personnes avec donc, des profils différents, des devs, des personnes de l'infra, mais aussi des personnes qui font du monitoring et du suivi. Parce qu'en gros, le dev, il peut faire du développement, faire les tests, donc faire aussi l'intégration continue jusqu'à la livraison, avec un ensemble de tools tels que SonarQube, etc., SonarQube, tout ça. Il peut en gros faire du développement, les tests, jusqu'à la livraison en continu. Par contre, il ne pourra pas monter des infrastructures. Donc, dans ce cadre-là, il faut une personne de l'infra qui lui peut faire donc, du Terraform, qui c'est son domaine. Il peut quand même monter des infrastructures de bonne qualité et qui fonctionnent très bien. Il faut aussi des personnes qui peuvent faire de la supervision, donc tout ce qui est donc monitoring, etc. Et sous gestion des incidents et des alertes. S'il y a des problèmes, pour qu'ils puissent en gros savoir où il y a des problèmes. Donc voilà en gros ça. Donc du coup, soit vous avez des personnes qui savent tout faire, donc qui ont beaucoup d'expérience, qui savent tout faire. Mais si vous avez des débutants, ils peuvent quand même faire DevOps, mais dans une équipe. C'est-à-dire qu'en gros, ils auront des tâches à leur domaine. Donc, les personnes qui savent faire du dev, ils feront du développement, tests et tout ça. Maintenant, les personnes qui savent faire de l'infra, ils font la partie infra, ceux qui donc montent des infra, etc. Et il y aura aussi des personnes de la sécurité pour en gros faire tout, pour apporter leur expertise sur toute la chaîne du développement jusqu'à la livraison et aussi la suivi des incidents. Donc, voilà en gros. Pour moi, quand on est débutant, on peut faire DevOps, mais on va travailler sur un bout de la chaîne. On ne peut pas travailler sur toute la chaîne. La personne qui est capable de travailler sur toute la chaîne sera une personne très expérimentée qui est capable de tout faire, qui a faire du développement et monter jusqu'à un niveau d'architecte ou d'ingénieur système. Ok, donc là, c'est bien clair. Mais quand même, l'intervention que tu as donnée, toi et Mor, ça fait peur aux gens qui ont fait une formation réseau et télécom et qui veulent faire du DevOps. Donc là, je vais poser la question donc, à Amadou pour savoir quelles sont donc les exigences de ce métier. Qui est le DevOps? Pardon, quelles sont les exigences? Du métier que DevOps. Ben, je pense que Mor et Gore ont déjà fait une bonne description, en fait, en termes de prérequis. Déjà, comme Mor le dit, en fait, il faut avoir une bonne base en développement. Voilà, ce qui permettra de comprendre comment, en fait, l'application elle-même va être déployée. Mais pour moi, en fait, les vrais prérequis, je vois le DevOps sur l'aspect qu'a décrit Goro, ça veut dire c'est l'interaction de différentes équipes. Voilà, l'interaction de différentes équipes. À savoir, l'idée ici, pour moi, c'est de faire
interagir des profils dev, des profils ops, également des profils sécurité. Donc, pour moi, l'exigence, déjà, c'est faut avoir, dans un premier temps, dans l'équipe, ça peut être l'idéal, c'est d'avoir une équipe, en fait, multi-profils, des profils dev bien calés, en fait, des profils ops qui maîtrisent bien l'infra, mais également des profils sécu. Et également, il y aura un chef de projet ou, je ne sais pas, un manager qui lui permettra de faire la coordination, en fait, de l'ensemble de ces trois équipes pour aboutir, en fait, à des cycles de déploiement, en fait, sécurisés de l'ensemble des applications. Voilà. Ok, donc merci quand même. Bon, parce que même la question que je voulais, oui, et Rodrigo, donc je vais même sur toi. Tu as quelque chose à ajouter avant que je pose la question à Ibrahima? Rodrigo, on t'écoute. Oui, je voulais juste intervenir pour ceux qui ont peur en disant ouais, DevOps, donc c'est difficile, ça inclut plein de choses. Alors, je voulais juste, déjà pour commencer, selon moi, j'estime qu'il est plus évident d'être un DevOps en venant d'un background sysadmin qu'être un développeur. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, en tant que déjà développeur, si vraiment vous travaillez dans des projets d'envergure, vous allez forcément faire du DevOps dans une certaine partie. Comme Gora l'a dit, vous allez faire partie d'une chaîne justement de ce DevOps, c'est-à-dire que si vous développez, moi je viens d'un environnement pur Java, donc Spring Cloud, Spring Boot, etc. Vous allez peut-être être responsable un peu de ce côté Jenkins, de ce côté SonarQube, comment dire, de ces tests unitaires, ça en va de votre responsabilité de ce niveau-là. Si vous êtes aussi testeur à la fois, ce que je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, parce qu'en général, vous avez besoin d'une équipe vraiment testeur dans des projets d'envergure. Normalement, vous allez gérer que cette partie-là, vous allez peut-être gérer un peu tout ce qui est orchestration avec peut-être vos images de Docker, etc. Vous allez faire partie de cette infrastructure. Maintenant, selon moi, le rôle du DevOps, c'est vraiment celui qui a un contact sur l'ensemble justement de cette infrastructure système qui va composer justement la création de ce code et puis après le fait de le livrer. Donc, ça inclut tout ce qui va avec monitoring, observation, centralisation de log, alerte, tout ce qui va avec. Il va être en contact, mais il est aussi responsable justement de l'installation de cette infrastructure-là, de l'installation de ces outils-là. Si dans votre entreprise, vous faites du développement et en plus de ça, on vous amène à faire l'installation de tous ces outils, de faire du monitoring, etc., votre projet, vous allez sûrement le livrer d'ici 5 ans ou 6 ans. Parce que c'est énormément de tâches. À moins que ça soit une toute petite application, ça demande énormément de moyens, énormément de temps. Et puis, il faut des fois, les entreprises aussi ne réalisent pas les enjeux que ça inclut de réaliser toutes ces tâches-là. Donc, vous allez peut-être un peu dispatcher les tâches. Si on parle par exemple de sécurité, quelqu'un qui fait du DevSecOps, peut-être il aura installé par exemple des outils comme Snyk ou Checkmarks pour justement l'exécution de tâches, puis il y aura des règles qui disent OK, voilà un niveau d'alerte, etc. Est-ce qu'on bloque le build ou on le laisse passer, mais on alerte quand même? Mais derrière, si c'est quelque chose si c'est vraiment quelque chose de professionnel, qui a une certaine rigueur, il y aura quand même une partie spécifique à la sécurité qui devra agir à l'extérieur et pouvoir apporter une aide parce que les outils ne permettent pas de faire tout. Nous, on a eu à trouver vraiment des vulnérabilités vraiment internes que certains outils ne pouvaient pas voir. Et pourtant, on a des accès directs avec des ingénieurs de Checkmarks. C'est des entreprises internationales qui travaillent et pourtant ne peuvent pas tout bloquer. Donc, en général, comme je dis, c'est un métier vraiment qui va venir avec l'expérience du terrain sur la longue durée. Oui, c'est la raison pour laquelle... Exactement, c'est la raison pour laquelle même des certifications sont venues par la suite. Parce que pour moi, j'estimais que même par exemple à Dakar, ça aurait été bien qu'il y ait des formations après le master. C'est des formations de spécialisation qui permettent de renforcer les compétences des gens suivant les exigences. Parce que quand vous étudiez à l'université, que ça soit jusqu'au master, vous ne pouvez pas tout maîtriser et même ça ne va pas avancer assez vite pour que tout le monde apprenne parce que chacun a sa vitesse et le professeur est obligé d'aller avec tout le monde. Donc, donc, c'est plus ou moins ça. Et puis, on va sûrement revenir aux certifications qui suivent. Mais je dirais que c'est comme avec les systèmes design. Ça vient avec le temps. Et puis, c'est hyper important aussi de s'intéresser, si vous êtes développeur, à tout ce qui est architecte système pour comprendre la globalité des enjeux, comme Cora l'avait dit. Ok, oui. En tout cas, merci beaucoup en fait pour l'intervention. Et je vois toujours qu'il y a l'aspect, ce que moi disais au début, l'aspect expérience et tout. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait peur, c'est l'aspect développement, quoi. Et je voulais savoir, Ibrahima Diawo, d'après toi, quel est le niveau de développement qu'on a besoin actuellement pour faire du DevOps?
Est-ce qu'on a besoin d'être un full stack? Est-ce que ça va juste faire des algorithmes, etc. ou quoi? Ou ça va mettre en place une application microservice? Quel niveau de développement on a besoin pour faire du DevOps, quoi? Alors, hyper intéressant comme question. Alors, moi, j'aimerais rebondir un peu en arrière sur des choses, c'est-à-dire, déjà avant même DevOps, comme on l'a dit, avant même le DevOps, il y avait plein de choses. Il y avait une manière de faire pour créer des applications et tout. Alors, il faudra, moi, je pense, rabaisser peut-être un peu le niveau parce que des fois, il y a, Le il y a niveau des est études. high actuellement. Ah Quoi. ouais, Le niveau est high. Il y a des étudiants qui Moi et écoutent. Goro Des l'ont fois, monté tout à l'heure. Là. voilà. Il y a des étudiants qui écoutent. Alors moi, j'aime souvent faire cet exercice-là, c'est-à-dire à essayer d'expliquer les choses d'une manière terre à terre pour que les gens puissent comprendre et puissent avoir même le courage d'aller dans ces domaines-là, quoi, tu vois. Parce que des fois, quand c'est trop compliqué dans la tête, ils vont se dire que ah ouais, ça c'est compliqué, donc moi je suis pas apte à faire ça. Et ça devient après compliqué et on perd ces personnes-là. Alors moi, j'ai juste envie de dire que avant le DevOps, il y avait quelque chose qui existait. Il y avait une manière de faire pour créer des applications. Alors, il y avait des problèmes, certes, tu vois. Parce que avant tout ça, il y avait déjà il y avait l'intégration. On faisait l'intégration, on livrait des trucs, tu vois, et on faisait la collaboration. Mais la collaboration n'était pas du tout bonne, tu vois. Alors, maintenant, quand on vient pour faire du DevOps, c'est la personne ou bien c'est une culture qu'il faudra imposer au niveau des équipes pour qu'ils puissent savoir que chacun doit faire, chacun est indispensable, chacun doit connaître tout le processus, quoi. Tu vois? Par exemple, si on est développeur, on peut être développeur et ne pas connaître le processus qu'il y a, que les opérateurs doivent faire. Donc, ça va impacter mon travail. Moi, je suis comme un robot. On me demande de faire une fonctionnalité, je le fais et je ne comprends rien de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ça peut être inefficace. De même pour les opérateurs. Moi, ce que je dis, c'est que le DevOps, il peut être une personne qui comprend les enjeux, comme l'a dit Mort, les enjeux du développement de logiciels. Tu vois, il peut ne pas être une personne qui fait du développement, qui est hyper fort en développement, mais qui comprend l'essentiel, c'est-à-dire l'algorithme, qui comprend certains outils. Et quand il y comprend, il pourra donner des solutions, il pourra savoir comment faire pour automatiser tout ça. Parce que la chose, c'est quoi? Il faut faire de l'intégration continue, de la livraison continue, de l'automatisation, mais aussi la collaboration. S'il y a une personne qui est apte pour faire toutes ces choses-là, pour comprendre les enjeux du côté du développement et les enjeux au niveau des opérateurs, il pourra apporter des solutions. Mais on peut être un très, très, très bon développeur et quand on veut se reconvertir en DevSecOps, ça ne passe pas. En DevOps, ça ne passe pas, tu vois. Parce que des fois, il faut avoir une culture, une vision à 360 degrés de tout ce qui se passe dans l'entreprise pour être bien placé pour apporter des solutions, quoi. Moi, c'est encore c'est ça que je pense. Et je pense que ce n'est pas une chose qui est très, très compliquée. Il faut avoir certes beaucoup Oui, c'est ça. d'expérience. C'est Hein? ça. Il faut Oui. avoir beaucoup d'expérience, tu vois, certes, mais ce n'est pas très, très compliqué. Mais il faut avoir une lecture 360 degrés de l'environnement où tu es et ne pas être comme les développeurs il y a 20 ans, 30 ans qui étaient tout le temps scotchés dans les machines, qui n'essaient pas de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et on le fait souvent. Il n'y a même pas quelques jours, mon boss me disait, il faut des fois monter en haut, voir les autres équipes, discuter avec eux sur ce qu'ils font et tout ça, parce que ça te permet d'avoir beaucoup d'expérience sur ce qui se fait ailleurs, quoi. Mais ne pas être comme les développeurs, comme les geeks là, voilà, toujours devant le Oui, je match. pense Voilà, que les c'est pas bon. Amadou et les Jumor là sont des développeurs geeks, quoi. Et Voilà. oui, c'est pourquoi le niveau était high, quoi, lors de leurs Non, c'était interventions. hyper high. En C'était fait, hyper oui, high. et donc c'est pourquoi quand même, merci pour cette explication en tout cas, et c'est bien défini, hein, parce que ça permet de comprendre un peu l'enjeu, etc. et tout. C'est pourquoi même je vais revenir sur le DevSecOps, parce qu'on a parlé de DevOps, quelles sont les bases du métier, quelles sont les exigences. Et là, je vais parler à l'expert, Mustapha, pour savoir, est-ce que les bases du métier DevOps sont les mêmes que celles du DevSecOps? Donc, merci Gora en fait pour cette question et un peu comme en fait ce qu'a dit Ibrahim tout à l'heure, en fait je schématise. En fait il faut comprendre un truc d'abord. On parle beaucoup d'ingénieurs DevOps, d'accord, et d'ingénieurs DevSecOps en fait. Et ça veut, je vais choquer quelques-uns, mais ça veut dire tout et n'importe quoi en fait. C'est-à-dire que il y a pas alors
c'est comme par exemple, tu vas bâtir une maison, d'accord? Tu vas construire une maison, tu vas avoir quelqu'un qui va dessiner les plans, une autre personne qui va monter les briques, une qui va faire la peinture, qui va monter le courant, enfin bref, pour que ta maison finisse, d'accord? Euh, Admettons, on se dit à un moment donné, bah, la manière de travailler en fait n'est pas bien. On va développer une nouvelle façon dans laquelle tous ces gens-là vont travailler. Et du coup, c'est du coup plusieurs skills, plusieurs compétences qui sont différentes et il n'est pas du tout obligatoire en fait que quelqu'un, une personne, sache tout faire. Ça, c'est clair et net. Euh, D'ailleurs, en fait, c'est un cycle, en fait, c'est une culture dans laquelle on va trouver plusieurs rôles. D'accord? On va trouver plusieurs rôles. Et en fait, tu peux arriver quand même, comme on l'a dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tu peux arriver une personne qui a plusieurs rôles à la fois. C'est-à-dire que dans le cycle DevOps, tu vas avoir des rôles, un développeur de l'application, enfin le développeur enfin, qui va être spécialisé lui, dans les langages de programmation, qui va produire l'application. Tu vas avoir un ingénieur, enfin en tout cas, je ne parle pas de personnes ici, il faut comprendre bien, on parle de compétences et des skills en fait qui est nécessaire. Et tu vas aussi avoir, comme on dit, bah, l'ingénieur IT, tu vas avoir besoin d'un ingénieur de sécurité, d'un ingénieur, enfin, user experience, et tout aussi important aussi, des ingénieurs non techniques. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le DevOps ne peut pas marcher s'il n'y a pas cette compréhension et cette culture qui fait en fait qu'on travaille tous ensemble. En fait, il faut bien comprendre ce truc-là. Et on peut arriver effectivement à ce que bah, plusieurs personnes, une personne par Bon, exemple, Ibrahim, dans le cycle, bah, par exemple, couvre 2, 3, 4 profils dans le cycle. Donc, pour la sécurité, c'est pareil, c'est que on parle du cycle du DevSecOps. La sécurité va être importante dans chaque phase. Par exemple, dans le cycle DevOps, on va avoir tout ce qui est planification. Dans cette partie-là, on va avoir dans l'aspect sécurité, on va retrouver tout ce qui est, par exemple, définition des requirements de sécurité. Par exemple, avant de faire ta conception, il faut une compétence qui va te dire, par exemple, que dans cette phase de planification, bah, la manière où tu as dessiné, en train de définir, par exemple, ton flux ou je sais pas quoi, il n'est pas sécurisé. Il faut penser, par exemple, dans la conception à chiffrer telle donnée ou des trucs comme ça. Tu vas avoir après dans la partie build tout ce qui est scan des applications, d'accord, en utilisant des outils. Tu vas avoir, par exemple, tout ce qui est pen testing en fait, dans la phase de déploiement un peu. Après, tu vas avoir des monitoring de sécurité. Après, tout ce qui est container sécurité. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs skills et chaque personne, en fait, et donc j'appelle vraiment les jeunes étudiants ou quoi, en fait, qui sont là, c'est que n'ayez pas peur, effectivement, en fait, il y a plusieurs métiers à la fois qui sont dans le cycle DevOps. Être ingénieur DevOps ne veut pas dire que tu connais tout, ça veut dire en fait que tu es inscrit dans une manière de travailler, tu comprends cette manière de travailler-là et tu peux être spécialisé dans un des domaines, en fait, quoi. Dans un des domaines, que ce soit développeur, IT, de la QA, en fait, et tout ça. Donc, c'est vraiment important et, euh, et, et la sécurité, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, va être intégrée dans chaque phase. On va pas, moi, j'aime bien même pas dire, par exemple, ingénieur DevOps et ingénieur DevSecOps. Non, en fait, l'ingénieur DevOps devra, à un moment donné, en fait, aussi, comprendre les problématiques de la sécurité qui sont liées à la phase dans laquelle il travaille. Par exemple, si tu es développeur d'une application, il va falloir que tu comprennes, par exemple, c'est quoi une injection SQL. Tu vas falloir que tu comprennes c'est quoi, en fait, je sais pas, enfin voilà, enfin, toutes les failles, les vulnérabilités, c'est quoi un CVE, par exemple, tu vois. Quand tu vas être, par exemple, un ingénieur DevOps qui va être dans la partie, par exemple, opérationnelle, tu vas voilà, comprendre, par exemple, que c'est quoi le déploiement d'un WAF, par exemple. Tu vois, parce qu'en fait, c'est une problématique de sécurité qui est liée à cette phase-là du cycle DevOps. Voilà. Donc, en fait, pour moi, là, franchement, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est plusieurs phases. Dans chaque phase, on va avoir des compétences qui sont requises, des compétences sur la partie développement et tout, des compétences aussi sur la partie sécurité. Et tu peux trouver des profils maintenant qui embrassent plusieurs techniques parce que leur expérience, ils savent faire plein de choses,
Mais voilà, c'est pas une seule personne qui est ingénieur DevOps comme ça et qui sait tout faire en fait. Non, enfin, c'est plusieurs phases et, Ok, ok, cool. Ok. et voilà quoi. Ok, bah oui, et avant de revenir sur Mort, une question seulement. Donc, ça veut dire que tu veux dire que est-ce que les gens qui ont une formation sécurité en tant que telle, bon, comment ils vont faire pour devenir DevSecOps donc? Alors, si tu as une formation sécurité, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on va avoir plusieurs problématiques de sécurité qui vont être liées à différentes phases du cycle DevOps, notamment tout ce qui est, par exemple, comprendre, fixer une vulnérabilité. Tu vas avoir, par exemple, au niveau runtime, par exemple, tu vas retrouver tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, par exemple, savoir au moment de l'appliquer, par exemple, les conteneurs, par exemple, c'est quoi, par exemple, les risques qui sont liés au déploiement d'un conteneur, par exemple? C'est quoi les risques qui sont liés, par exemple, d'utiliser la configuration cloud? Parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais le cloud vient aussi avec des risques, en fait. Et donc, pour moi, un ingénieur sécurité, c'est quelqu'un qui a des connaissances très particulières sur les risques qui sont attachés à une phase donnée en fait de l'IT. Enfin, on ne peut pas tout maîtriser. Et du coup, par exemple, si tu as fait une formation sécurité, par exemple, en cryptographie ou par exemple un truc comme ça, enfin, du coup, tu peux potentiellement, par exemple, participer dans le cycle DevOps, parce qu'en fait, c'est un cycle, participer dans le cycle DevOps pour accompagner les gens à, par exemple, adresser ces problématiques-là dans la limite de tes compétences. Donc, chaque personne, en fait, peu importe, on fait ça, j'ai envie de dire, en fait, pour répondre simplement à la question, si tu es un ingénieur sécurité, tu peux être un ingénieur DevOps. Et la seule chose qui te manque maintenant, c'est quoi? C'est de comprendre comment le DevOps fonctionne, de savoir dans quelle partie, dans quel cycle du DevOps, en fait, tes compétences vont être nécessaires, de le comprendre et de travailler avec ces gens-là pour être inscrit là-dedans, en fait, quoi. Voilà, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est une philosophie, c'est un principe. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, quand tu montes, moi, par exemple, en fait, à l'intérieur de Talent, j'étais un peu responsable du je suis parce que c'est n'est jamais fini de la mise en place en fait de cette philosophie de DevOps. Moi, je suis ingénieur sécurité, architecte sécurité, mais en fait, euh, 80% de mon travail, en fait, je ne fais pas de la sécu pure. Tu vois, je travaille par exemple avec les développeurs pour leur faire comprendre euh, dans eux ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi les risques de sécurité qui sont liés à ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Quand je vais travailler, par exemple, avec les IT, moi, je ne vais pas faire les choses en soi, en fait. Je vais leur expliquer, bah, écoute, mec, tu es en train de faire du Terraform. Tu es en train de prendre, par exemple, tel outil, tu vas le prendre dans un repo, tu vas le déployer ici. Bah, rends-toi compte que dans ce que tu es en train de faire, il y a un risque de sécurité et il faudrait que tu y penses et que dans ta manière de travailler, tu intègres ça et que tu apportes les réponses nécessaires, d'accord, qui vont aider à ce qu'en fait, dans ce que tu es en train de faire, tu règles bien les choses, quoi. Donc, tu Ok, vois, en fait, moi, je ne vais pas forcément, je vais pas, du coup, je peux avoir un rôle de non-technical qui m'occupe, par exemple, souvent 80% de mon temps. Et dans d'autres phases, en fait, je suis en train de voir, discuter avec des vendors, en fait, avec un truc pour voir quel outil on va utiliser. Et quand moi, j'ai l'outil, l'outil ne m'appartient pas. Je vais tout faire pour que le développeur, par exemple, là, je suis en train de travailler avec Sysdig, qui est un vendeur qui fait de tout ce qui est conteneur sécurité. Donc, j'ai travaillé avec le vendeur, j'ai étudié le truc, mais maintenant, je vais travailler avec les gens que, que ça concerne pour leur faire comprendre comment l'outil peut les aider en fait à travailler bien et à répondre à leurs questions. Donc voilà, ok, donc si tu es ingénieur sécu, tu peux faire du DevOps, il te manque juste en fait voilà, peut-être comprendre la philosophie et qui est dans l'organisation une démarche qui est mise en place pour que cette philosophie soit implémentée. ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette explication. Bon, oui, et Mort, tu voulais intervenir tout à l'heure? Euh, Oui, en fait, je voulais juste rajouter sur ce que Moustapha a dit. Bon, il a bien expliqué un peu le monde DevOps et bon. Et tout à l'heure, en fait, quand je dis il faut avoir un background, bon, d'habitude,
DevOps, en fait, c'est un ensemble d'expériences acquises qui te permet aujourd'hui, en fait, de pouvoir connaître les enjeux de chaque côté. Parce que quand on prend l'IT, les entreprises IT, il y a toujours, en fait, ces équipes. D'accord? Il y a toujours les développeurs qui continuent à produire du code et à pouvoir mettre en place une application fonctionnelle. Il y a toujours les Ops, l'équipe opérationnelle qui maîtrise, en fait, l'enjeu de l'infrastructure et tout ce qui est lié au monde de l'info. Il y a toujours une équipe de sécurité qui est capable en fait de comprendre tous les enjeux en termes de sécurité pour pouvoir sécuriser l'infrastructure, sécuriser les applications. Et comme si on revient à la définition de base du DevOps, c'est mettre en place des moyens ou bien une chaîne de livraison qui te permet d'avoir une récurrence de livraison. Donc l'idée c'est de mettre en place une automatisation qui te permette en fait en amont de connaître les problèmes liés au développement ou bien les problèmes liés à l'infrastructure ou bien les problèmes liés à la sécurité. Et c'est là maintenant où le DevOps va se greffer au niveau du DevSecOps. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en place en fait une chaîne d'automatisation pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a un problème, de situer rapidement le problème et de pouvoir intervenir pour remettre la chaîne en marche et pour pouvoir livrer rapidement. Donc, on revient toujours à cette notion de séparation des rôles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, au niveau de la chaîne de livraison, s'il y a un problème, qu'on puisse situer c'est quoi le problème et quelle est l'équipe qui est censée résoudre ce problème-là pour que les choses avancent rapidement. Mais il y aura toujours ces équipes-là qui vont, voilà, que ce soit les développeurs qui font toujours de la production de code, la production des tests. Maintenant, derrière, l'ingénieur DevOps doit être capable de dire que pour qu'une application puisse être fonctionnelle, il faut que dans ma chaîne de livraison, je puisse embarquer les tests unitaires, les tests fonctionnels pour être sûr que ce que le développeur a mis en place est bon, pouvoir intégrer les outils de sécurité pour être sûr que l'artefact de l'application qui a été développée n'embarque pas de bibliothèque vulnérable, ou bien si je containerise l'application, le système de base du conteneur n'embarque pas de vulnérabilité, ou bien, et si tout ça est OK, l'artefact est bon et n'embarque pas de vulnérabilité. Maintenant, je dois le déployer sur où? Est-ce que je suis sur du VMware ou bien est-ce que je suis sur du cloud public, etc. Comment déployer ça? Et si je dois déployer ça avec le service, comment je peux déployer sur cet environnement ou bien sur cette infrastructure sans engendrer une indisponibilité de l'application pour les utilisateurs finaux? Donc, c'est un peu ça, en fait, le DevOps. Merci beaucoup, Karim, pour cette belle intervention. Hein. Ben oui, et cette question, je vais poser ça à Bamboudou avant de venir sur Gora. Oui, à Amadou, parce qu'il avait introduit même l'aspect de Azure DevOps. Je voulais juste savoir actuellement comment le cloud facilite le métier du DevOps actuellement. Les clouds publics ou les providers actuellement, que ce soit du AWS, Azure, ou bien GCP ou OVH, etc. Donc, même tu peux répondre dans le cadre d'Azure actuellement ou bien de manière globale. Comment il aide actuellement les DevOps à faire réellement du DevOps ou bien à créer des chaînes ou bien des pipelines? Ben, merci Gora. Ben, je pense que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que le cloud en fait vient apporter son plus par rapport au DevOps en simplifiant en fait l'utilisation et l'intégration des différents outils nécessaires. Par exemple, je pense que sur le DevOps lui-même, il y a différentes phases. Hein. Il y a une phase de collaboration, là où on fait tout ce qui est planification. Donc, planification des différentes tâches avec les différentes équipes, que ce soit des équipes de développement, Ops ou Sécu. Et également, après, l'utilisation des outils CI/CD pour faire toute la partie automatisation. Et également, les outils de supervision dont parlait Gora et tout ce qui est les outils de test, donc tests de performance et tests de charge. Donc, avant le cloud, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait différents types d'outils, différentes briques en fait séparées, voilà, pour pouvoir aboutir en fait à l'ensemble, pour pouvoir utiliser le DevOps en fait de manière correcte en fait. Mais ce que permet aujourd'hui le cloud, c'est via un seul outil packagé. Par exemple, je prends l'exemple d'Azure DevOps, de pouvoir avoir l'ensemble de ces briques nécessaires. Donc, si on vient sur Azure DevOps, ce n'est pas quelque chose de compliqué avec juste des bases, que ce soit des bases au niveau développement ou système. On peut déployer son instance Azure DevOps, mais qui comprend 6 briques. Les 6 briques, c'est quoi en fait?
Donc, il y a ce qu'on appelle Azure Board. Donc, Azure Board, c'est quoi? C'est une brique qui permet de définir l'ensemble des tâches. Donc, ce qu'on appelle tout ce qui est les sprints, tout ce qui est les workflows. Et ça, c'est plus de la coordination avec les différentes équipes. Mais également, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est pipeline. Donc, les pipelines, là, on entre plus sur l'aspect CI/CD, automatisation des tâches. Également, il y a l'aspect, le repo, donc, que vous avez utilisé. Et c'est ce qui est l'élément central pour moi d'Azure DevOps, c'est la partie repository. Parce que pourquoi, en fait? Parce que le développeur qui déploie son code, il est sauvegardé au niveau du repository. Donc, c'est un élément central. Et dans Azure DevOps, tous ces outils-là sont intégrés dans le maintenant, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a son élément de repository qui va sauvegarder l'ensemble du code du développeur. On a la partie pipeline qui va permettre de créer l'ensemble de ces tâches qui vont permettre d'automatiser en fait ces tâches-là, puis de créer l'artefact qui va être déployé en production. Mais également, on a la partie test et plan. Donc, test et plan qui permettra de faire tout ce qui est la partie test de charge et test de performance. Et enfin, la partie monitoring qui va permettre de superviser l'ensemble de la chaîne et de pouvoir faire des remontées s'il y a des incidents. Donc, je le vois, si je le résume comme une simplification en fait, d'Azure DevOps. Ça veut dire qu'en un seul outil packagé, on a les différents outils nécessaires pour pouvoir déployer du DevOps. OK. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Et à Gora, par exemple, actuellement, est-ce que pour faire du DevOps, parce que là, je vais revenir un peu sur les bases, est-ce qu'on a besoin de grandes compétences en cloud, par exemple? Non. Aujourd'hui, donc, c'est possible quand même de faire du DevOps, même si on n'a pas du cloud. On ne fait pas du cloud parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore passé au cloud et ils ont quand même des équipes DevOps. En fait, pour revenir sur la question, donc aujourd'hui, il est quand même possible pour un débutant aussi de faire DevOps parce que moi, je travaille dans une équipe DevOps où on avait même un stagiaire. On avait un stagiaire. Donc, ça veut dire qu'il est possible de faire ça en tant que débutant. Et aujourd'hui, il est quand même embauché dans l'entreprise, il est embauché et tout. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si on ne sait pas faire du développement, on peut quand même faire du DevOps, mais on ne fera pas tout. On va travailler sur un bout de la chaîne. On ne pourra pas, être faire du Terraform et tout ça. Et le DevOps, aujourd'hui, pour moi, c'est un nom, parce que les gens le faisaient avant. Sauf qu'il y a quand même la collaboration, tout ça, entre les équipes, parce que lorsque moi, j'ai commencé à travailler, on avait quand même des builds. On faisait du déploiement automatique avec du CI/CD, avec du TFS. Il y avait aussi des outils open source tels que Cruise Control, etc. On le faisait comme du DevOps, mais c'est quand même un nom nouveau qui est apparu pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble et aussi améliorent la continuité, mais aussi la productivité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même possible de faire du DevOps, même si on est débutant. Par contre, il faudra quand même apprendre pour monter en échelon. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Pour le développement, c'est pas quand même très compliqué. Si tu fais quand même faire des scripts avec du PowerShell ou du Bash, ça suffit pour faire du DevOps. Ou bien du Python, quoi, le meilleur langage de programmation. Ouais. Parce qu'en gros, celui qui fait du DevOps, on ne demande pas de faire du développement. On ne demande pas de développer. On demande de faire du script et de le déployer. Donc, en gros, les gens se développent et quand ils développent, maintenant, toi, tu interviens pour le déployer. Des fois, donc, tu as besoin de faire des scripts pour faire de la conf, etc. Donc, si tu fais du PowerShell, du Bash, etc., ça fera l'affaire. OK. En tout cas, merci beaucoup, Goran, pour cette explication. Et c'est sur là que je vais basculer sur Rodrigo pour parler actuellement, parce que lui, il avait déjà commencé même à les lycées. Quelles sont les technologies phares, que ça soit open source ou bien du cloud native, qu'on a besoin pour débuter dans le DevOps, dans le métier du DevOps?
Oui, alors je vais commencer justement à ce que j'avais dit tout à l'heure en disant que les sysadmins, c'était plus évident d'être DevOps que les développeurs. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout de suite Gora, les DevOps, là, en général, ils seront juste amenés à programmer un petit peu en Python, Bash, les scripts shell, etc. Si on parle par exemple même dans le cas de Ansible, par exemple. Et donc, le learning curve est moins important. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas que vous veniez dans le domaine admin ou bien développeur, vous allez quand même aller vers l'autre côté, c'est-à-dire d'apprendre un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire si vous êtes développeur, vous allez apprendre justement tout ce qui est opérationnel, administration système, etc. Et si, par exemple, vous venez du admin, là, c'est moins important parce que la charge de travail que vous avez à faire, effectuer pour comprendre le code, c'est moins important. Vous devez juste faire du scripting la majorité et comprendre aussi peut-être par rapport au langage de programmation, c'est les bases ou justement ce dont on a besoin, que ce soit du Java, PHP, peu importe. Et venant à ça, le DevOps, c'est un peu délicat parce que c'est un peu comme du développement ou même du système, ça dépend de comment on se place par rapport au marché du travail. Il y a énormément de services cloud aujourd'hui, il y a énormément de postes qu'on demande, par exemple, des experts en AWS, Microsoft Azure, etc. Mais pour démarrer, en général, je dis, il est important d'avoir une bonne base en Linux parce que qu'on le veuille ou non, Linux reste quand même le système le plus utilisé aujourd'hui au niveau cloud. Donc, c'est bien d'avoir une bonne base en Linux et ensuite, après, avoir un minimum comment ça s'appelle encore, de connaissances avec certains types d'outils open source, comme je vais le dire, mais de ne pas rester figé à ça. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être engagé pour une entreprise pour être un DevOps sur telle ou telle solution. Demain, l'entreprise décide totalement de basculer de AWS ou sur Azure. Et comme l'a dit plutôt Amadou, il y a énormément de solutions pour lesquelles les tâches sont automatisées. Donc, vous n'avez pas installé certains types de solutions. Donc, la tâche est moins difficile à ce niveau-là. Mais n'empêche que même si certaines tâches sont automatisées, vous avez derrière le background, vous savez plus ou moins derrière l'enjeu ou justement qu'est-ce qui est fait derrière, même si vous n'agissez pas directement avec. C'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir une très bonne base en système, comprendre aussi tout ce qui est HTTP, HTTPS, tout ce qui est, par exemple, sécurisation justement du réseau, etc. Donc, avoir au moins des bases de ce niveau-là et progressivement combler ces lacunes, on va dire, par rapport aux exigences du métier. Donc, c'est déjà de commencer par une bonne base en administration système. Aujourd'hui, si vous êtes bon sur Linux, vous avez du temps pour faire Microsoft, tant mieux. Le truc, c'est que justement, et même si vous êtes par exemple développeur, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être DevOps. Au contraire, si vous avez du temps et vous faites en même temps à côté de l'administration système et qu'aujourd'hui vous êtes bon, vous pouvez aussi y aller. C'est juste de compléter ces lacunes et de commencer par quelque chose. Donc, après, on va venir au niveau des certifications, mais comme j'ai dit au niveau des outils, ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, le problème au Sénégal, c'est que, vous savez, il y a le problème du chômage, donc les jeunes veulent apprendre le maximum possible pour pouvoir obtenir un job, etc. Mais à un moment donné aussi, il faut se placer. Vous ne pouvez pas être bon partout, à moins que vous n'ayez pas de vie ou vous ne soyez pas bon partout en vrai. Ça, vous pouvez trouver des gens qui sont bons partout, mais ça demande des années. C'est des gens qui ont complété justement leur expérience avec les types de boulot qu'ils font, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui a 2 ans, qui est en deuxième année d'informatique ou en troisième année d'apprendre, de connaître tout ce qui est cloud, etc. Donc, moi, je dirais d'abord de commencer dans tout ce qui est open source, déjà pour se former, comprendre les enjeux, le faire chez soi-même, peut-être faire un petit labo, etc. Puis, il y a aussi des structures qui permettent de le faire gratuitement à distance. Et ensuite, après, se former, faire des certifications. Aujourd'hui, on sait que Microsoft Azure et AWS sont hyper demandés dans le domaine du marché, etc. Donc, se compléter. Et puis, voilà, de la même manière que quelqu'un décide de prendre du Java au lieu du C#, il y aura des postes d'emploi, ils ne pourront pas postuler. C'est un choix de vie. Et des gens qui vont faire, par exemple, du C# ne vont pas faire du Java et donc vont postuler que pour, par exemple, du C#. Parce que dans les postes d'emploi, dans tous les cas, il y a pas mal de points où on va simplement vous dire, nous, on a besoin de ça, ça, ça. Est-ce que vous avez fait? Non, vous laissez tomber. Vous devez faire un choix et c'est un choix qualitatif. Plus vous allez prendre de l'expérience, plus vous allez savoir qu'il faudra faire des choix dans tous les cas. Il faudra faire des choix et qui vous permettra aussi d'avoir à côté une qualité de vie et une vie extérieure à l'informatique. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que l'informatique. Et puis, vous n'allez pas passer votre temps de 8h à 22h à faire que du code ou à faire qu'apprendre à un moment donné quand vous êtes jeune, profitez. Mais vous allez voir qu'au fil des années, vous n'aurez pas autant de temps que ça. Donc, il faudra faire des choix.
Ok, bon. Quand même, merci beaucoup en fait pour cette intervention. Avant de venir sur Ibrahim pour lui poser les tendances du marché au Sénégal, je voudrais passer juste quelques informations concernant demain, il y aura un webinaire organisé par le club IoT. Ça va être 100% IoT hein, pour les gens qui veulent faire du IoT, savoir comment travailler là-dessus au Sénégal. Bon, il y a Bassirou Ngom qui est une personne bien sur ça et aussi euh, Robert aussi et Dergen. Franchement, je vous conseille les gens qui veulent découvrir le monde du cloud, en fait, d'aller regarder ce webinaire. Ça va être demain à 15h, 17h. Si vous allez dans notre page Instagram, vous allez voir la publication et vous pourrez même voir les liens qui vous permettent de s'inscrire. En plus de ça aussi, Ibrahim qui est MVP Azure et tout, lui et deux personnes, ils ont créé une formation gratuitement sur Terraform. Ils vont le faire ce 5 mars 2022 à 20h30 GMT. Bon, et même vous avez entendu Goro parler plusieurs fois de Terraform. Quand même, c'est une technologie qui est beaucoup demandée actuellement. Vous pouvez l'apprendre un peu partout, mais allez voir des experts vous expliquer les choses à savoir, les choses à connaître, c'est hyper bien. Donc, c'est une technologie qui pourra bien vous aider dans votre carrière. Donc, ça va être le 5 mars à 20h30. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça dans notre page aussi pour avoir les informations qu'il faut. En plus de ça, le 12 aussi, nous allons avoir un webinaire sur du cloud et du cloud native parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi exactement, quelles sont les tendances et tout. Et donc, et là-bas aussi, nous aurons de bons invités. Je pense que vous connaissez James Gadlow. Hein? Bon, lui, c'est un collègue de moi, je pense. Oui, c'est un YouTuber aussi. Il fait beaucoup de vidéos. Nous aurons aussi le professeur Bamba Gay de l'UQAD qui est un des précurseurs du cloud au Sénégal, hein, je peux dire. Nous allons aussi, bon, Mohamed Amar Hach, nous aurons aussi Baba Karignan et aussi Elodie Lou. Donc, Ibrahim, tu le connais. Donc, lui, il est à OVH. Donc, en tout cas, ça promet beaucoup, quoi, franchement, ce webinaire. Donc, et ça va porter sur du cloud et du cloud DevOps. Donc, okay, la question que je vais poser à Ibrahim, c'est de savoir quelle est la tendance du marché. Parce qu'actuellement, vu les profils que je vois au Sénégal, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que le cloud, le DevOps est bien demandé et le DevSecOps. Malgré que OpenIT, je vois qu'ils organisent des concours pour recruter des gens. Mais qu'est-ce qui fait cela, Ibrahim? Est-ce que c'est une manque d'information ou quoi? Alors, moi, je pense que par rapport à ça, il y a des manquements au niveau du Sénégal. Bon, je pense, hein, c'est ce que je pense, moi. Peut-être ça peut ne pas être la vérité, mais bon, c'est ce que je pense. Et ce que j'ai remarqué aussi, quoi. C'est-à-dire, au niveau de l'environnement du Sénégal, des fois, tu veux vouloir faire des choses, mais tu ne trouves pas l'environnement propice pour le faire. C'est-à-dire, tu es dans une entreprise, tu apprends l'ensemble, beaucoup d'outils DevOps, mais tu viens, on te dit ne fais pas ça. Nous, on n'a pas cette infrastructure-là, on ne peut pas faire ça. Tu vois? Donc, donc, du coup, quand tu fais là-bas 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à désapprendre. Tu vois. Donc, en fait, il y a beaucoup de jeunes que je rencontre. Des fois, c'est la raison pour laquelle, des fois, ils ne veulent pas s'orienter dans ces genres de technologies-là. Et s'ils n'ont pas là où exercer, là où faire ces manipulations de ces outils-là, ils ne pourront pas être bons dans ces trucs-là. Donc, ça, c'est le principal problème au Sénégal. Donc, bon, peut-être s'ils postulent sur des postes à l'étranger, peut-être ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais ici au Sénégal, ce n'est pas toutes les entreprises qui utilisent ces outils DevOps-là dans leurs environnements. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas assez bien formés sur ces outils-là. Ce n'est pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent, mais bon, ils l'apprennent à la maison. Même moi, au début, j'apprenais ces outils-là à la maison, mais c'est quand j'ai eu la chance d'aller à l'étranger que j'ai eu à pratiquer ça et j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Oui, et avant de revenir sur Mustapha, bon, moi, en fait, vu que toi, tu es au niveau de Binart et tu es le lead, franchement, je voudrais que tu me parles, en fait, vous recrutez dans quelle base et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces situations et qu'est-ce que vous leur conseillez pour pouvoir pratiquer le DevOps, même en étant étudiant? Oui, aujourd'hui, en fait, oui, c'est un peu problématique. Bon, moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait toutes mes études au Sénégal, mais j'ai commencé ma carrière professionnelle au Sénégal avant de venir en France. Mais c'est toujours le même problème. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, mais la plupart des entreprises aujourd'hui, ils s'intéressent pas à ça. Et d'habitude, tu peux avoir des jeunes qui sont ambitionnés de ça et
qui, une fois intégrés dans une entreprise, en fait, ont du mal à promouvoir un peu ces concepts au sein de l'entreprise. C'est ce qui pose un peu problème et du coup, on a tendance en fait à se faire un confort sur des choses et après, d'habitude, pour la plupart du temps, c'est d'habitude des entreprises qui ont des solutions à maintenir et d'habitude, on se crée le confort et d'habitude, on finit par les apprendre. Et bon, c'est un peu ce qui a motivé un peu mon déplacement, même si derrière, en fait, moi, je suis toujours pour le Sénégal, hein, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, goody goody Sénégal. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, nous, on a du mal, en fait, des fois, à recruter des gens avec un profil. On ne cherche pas d'habitude des gens carrés, des gens qui connaissent les outils DevOps. Non, parce qu'on se dit à la base, en fait, c'est des outils qui ne sont pas enseignés au sein dans les formations. Et d'habitude, quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme, il n'a pas les connaissances sur ça. Non, en fait, on cherche quelqu'un, des fois, des gens qui ont en fait un background sur leur profil. Quand je parle de background, ça veut dire que des gens qui connaissent les concepts de base de l'IT. Parce qu'aujourd'hui, si on connaît les concepts de base de l'IT, on n'aura pas de mal à se reconvertir ou bien à apprendre des choses dans ce domaine-là parce qu'en fait, c'est juste un prolongement de l'IT. Si les profils, en fait, n'ont pas cette ambition d'entrer en deep dive, en profondeur dans les technologies, de rester uniquement sur ce qui est superficiel, aujourd'hui, c'est des profils qui ne nous intéressent pas. Parce que nous, on aime, par exemple, si tu postules chez nous pour devenir, par exemple, un ingénieur cloud ou DevOps, en étant un développeur de profil, on s'attend à ce que tu aies en fait l'ensemble ou bien les connaissances qu'il faut dans le monde du développement. C'est quoi les bons patterns, c'est quoi un microservice, c'est quoi Git, c'est quoi les bonnes pratiques en matière de développement. Donc ça, dès qu'on sent qu'en fait ce profil, ce gars-là, dans son domaine, il rentre en profondeur sur les sujets, il investit pour comprendre exactement les fondamentaux. Là, d'habitude, on a l'espoir que voilà, si la personne intègre OpenIT, il pourra peut-être se reconvertir pour apprendre des choses sur le cloud et le DevOps. Et aujourd'hui, c'est ça. Mais moi, avec ça, je vais essayer en fait de lancer un cri de cœur en fait des étudiants pour dire vrai, parce que moi, durant cette semaine, j'ai eu à récupérer 5 CV. J'en suis sûr qu'ils sont tous bien en DevOps, ils connaissent les concepts et tout, et ils veulent faire leur projet d'études sur du DevOps. Et ils ont choisi que ça. Mais ils ont du mal à trouver ces genres de postes. Moi, je te dis, c'est pas parce que je suis chez BioPond-IT que je raconte du n'importe quoi, mais je te dis en fait que j'ai organisé pas mal d'entretiens. Même on a organisé en fait comment on l'appelle, des journées de recrutement au Sénégal pour recruter des profils, pas DevOps, mais en fait des profils IT. Après, on pourra les transformer avec les profils du marché. Mais on avait du mal en fait à vouloir à voir en fait ces jeunes-là qui entrent en profondeur, qui connaissent en fait en profondeur les bases de l'IT. C'est ça qui est un peu problématique parce que d'habitude les gens après le diplôme d'ingénieur ils croient qu'en fait ils ont tout alors que d'habitude ça manque pas mal de choses. C'est ça en fait un peu le problème. Bon, je le dis parce que c'est quelque chose que je connais et d'habitude moi j'ai fait 2 formations, une formation en électronique et télécom jusqu'à Bac plus 5, une formation en informatique et télécom. Mais après ces 2 formations, je sais qu'en fait, il y a pas mal de choses aujourd'hui que j'ai appris que je n'avais pas appris à l'école. Donc, en fait, il faut que les gens s'attaquent dans les sujets de fond pour comprendre un peu les bases de l'IT parce qu'aujourd'hui, si on pense qu'on a tout, après la formation, on se trompe. Donc, si on n'est pas prêt en fait à rentrer davantage à attaquer les sujets, les comprendre en profondeur, là, on a du mal. Et c'est là où on a du mal, en fait, à voir les bons profils pour recruter. Ok, oui. Et donc, comment faire pour postuler, pour faire un stage donc, au niveau de OpenIT? Parce que moi, chaque fois, les gens me sollicitent. Donc, il faut que je trouve il y a l'adresse de recrutement, en fait. Il y a toujours recrutement@bioponit.com. Vous envoyez votre CV et le CV, en fait, sera étudié. Et après, normalement, il y aura, en fonction des
des séances d'entretien. En fait, on organise souvent des entretiens. Il y a de cela 2 semaines, en fait, j'ai fait 2 entretiens avec avec deux profils sénégalais. Et voilà. Et après, il y a l'administration qui va prendre la suite, quoi, suivant en Ok. fait les remontées qu'on aura à faire sur le profil. Mais encore une fois, ce qu'on a du mal en fait à trouver, c'est vraiment des gens qui entrent à fond dans le sujet. C'est-à-dire que Ok. moi, tu te dis que moi, je suis développeur, mais peut-être Spring Boot, mais tu ne connais pas les patterns de Spring Boot. Ok, ok. C'est un peu Bon, ça. ouais, c'est ça. Oui, donc les gars, il faut aller déposer directement. Et bon, si vous ne connaissez pas Spring Boot, donc d'après moi, vous allez galérer quoi, avec l'entretien. Non, C'est pas sûr. Spring Boot. C'est du Spring Boot. En fait, si vous déclarez être profil Spring Boot, on va vous poser des questions Spring Boot, on va rentrer en profondeur sur ce truc. Et si vous n'êtes pas capable de sortir des réponses claires sur ce qui est du Spring Boot, non, là, ça va être compliqué. Si vous déclarez que vous êtes un profil infra, supposons spécialisé en VMware, ou bien tu connais des choses sur VMware, on rentre sur les jeux parce que chez nous, en fait, il y a différents profils en fonction du type de profil, on te met en entretien avec un gars et ce gars-là a tendance en fait à rentrer en profondeur sur le sujet. Et là, si tu n'es pas capable de répondre, en fait, on dit que peut-être toi, tu s'arrêtes uniquement au fonctionnel. C'est-à-dire que tu sais faire quelque chose qui marche, mais tu ne sais pas rentrer en profondeur pour connaître les bases, pour pouvoir en fait apporter du nouveau sur les nouvelles technologies. C'est ça un peu le Ok, problème. cool. Ok, bon, donc les gars, soyez sérieux sur les CV, donc c'est hyper important, quoi. Donc sinon, Non, on va poser il des... faut pas, Gora, il faut pas avoir mort en entretien, c'est pas sûr. Ah oui, c'est ça que j'ai dit Il dans va, ma tête, hein. C'est ça que j'ai dit dans ma il va, tête même. il va entrer en profondeur, ça c'est sûr. C'est sûr, quoi. En fait, bon, et bon, parce que ça en reste 4 minutes normalement, mais il faut que je pose cette question à Mustapha. Bon, c'est juste pour savoir actuellement, Mustapha, tu es là? Ouais. Donc, en fait, parce qu'actuellement, bon, là, je pense qu'ils ont répondu à l'ensemble des questions, que ce soit DevOps et DevSops. Je voulais savoir, actuellement, les gens qui veulent, parce que je vois, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des profils qui sont en Afrique en mode remote, par exemple, sur du DevOps. Donc, quelles sont les pistes ou bien les conseils que vous allez donner actuellement? Pour chercher du travail, enfin, pour être embauché enfin, à l'extérieur du Sénégal, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Bah, en fait, bon, sur la partie, alors, vous voulez dire, j'imagine, la partie technique et tout. Oui, la partie technique en tant que telle, oui. Oui, parce Ok, qu'actuellement, il d'accord. y a beaucoup de gens qui font du remote actuellement, quoi. Ok. Alors, en fait, faut comprendre que enfin, moi, j'ai eu à faire plein d'entretiens en fait enfin, de recrutement aussi en fait depuis plus de 10 ans de carrière en fait en France et de plus en plus, comme Mor l'a dit tout à l'heure en fait, on, souvent on cherche quand même des gens qui sont prêts à apprendre. C'est-à-dire en fait que faites preuve de curiosité en fait et de motivation pour apprendre de nouvelles choses et aussi au moins euh, connaître les concepts, même enfin, comme on ne peut pas être expert en tout en fait, c'est-à-dire si tu cibles quelque chose, c'est là-dessus, il faut être très clair dans ce que tu cherches. Par exemple, si tu dis je veux faire en fait, je vais être ingénieur DevOps par exemple sur la partie QA, la partie sécurité, machin, parce que j'insiste là-dessus, on ne peut pas être ingénieur DevOps en fait comme ça, qui fait tout. Voilà, enfin, tu es souvent spécialisé ou tu as quand même une appétence sur une technologie ou sur un domaine. Et effectivement, comme l'a dit Mo, bah, essayer c'est pas très compliqué souvent en fait. Tu vas sur Google, tu tapes en fait les concepts et tout. Donc aujourd'hui, on a donné quand même pas mal de mots-clés et tout machin. Tu cherches, tu regardes les trucs, tu comprends le concept et tu essaies de te former si c'est possible là-dessus. Aujourd'hui, presque tout est accessible en fait en ligne, moyennant des fois de payer, mais tu peux voir vraiment des bons blogs et tout en fait sur lesquels tu peux apprendre les choses. Et après, vraiment faire preuve de comment dire de curiosité en fait et de motivation. De motivation sur le fait d'apprendre et voilà, faut pas, par exemple, montrer que tu es rigide. Voilà, que tu es rigide et qu'en fait, voilà, tu es cloisonné aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas faire tout, mais dans le monde aujourd'hui DevOps et tout, bah, on attend vraiment souvent des profils qui comprennent cette collaboration nécessaire. Même si tu sais pas, par exemple, tu n'es pas expert sécurité, tu comprends c'est quoi
les problématiques sécurité, en fait. C'est quoi, en fait, par exemple, tu vas travailler sur un sujet, automatiquement, tu vas savoir, en fait, les questions à te poser. Par exemple, si tu vas développer un nouveau microservice, par exemple, tu n'es pas expert sécurité, mais tu as cette sensibilité-là, en fait, que tu développes pour montrer vraiment, en fait, que tu vas apprendre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les moutons à 5 pattes, on a dépassé ça. On ne cherche plus les gens, en fait, qui savent tout faire. On cherche des gens qui sont capables de monter en compétence, parce que la technologie va très, 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 très vite. Aujourd'hui, voilà, enfin, moi, tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, aujourd'hui, on le fait presque plus en entreprise. Enfin, voilà, ça a totalement bougé, en fait, tu vois. Donc, voilà, faut faire de la veille technologique, ne pas rester sur laurier, machin, j'ai fini, non. Après, honnêtement, je pense que si tu sors aujourd'hui d'école, j'espère que, enfin, peut-être que les écoles aujourd'hui au Sénégal aussi quand même enseignent les dernières technologies, j'imagine aussi. Enfin, en tout cas, si c'est pas le cas, si tu n'as pas fait une formation dans laquelle en fait ils enseignent pas les dernières tendances, formez-vous là-dessus, renseignez-vous et voilà, faites vraiment preuve de curiosité et de motivation, quoi. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience, c'est vraiment l'essentiel. OK, en tout cas, merci beaucoup quand même pour cette intervention. Bon, Rodrigo, donc avant de faire le tour de table, Oui. Rodrigo. Oui, je voulais justement rebondir sur ça et dire que je suis totalement d'accord. Quand on disait tout à l'heure de ne pas être bon partout, ça ne veut pas dire de ne pas justement vouloir apprendre. C'est pour les jeunes étudiants qui viennent d'être diplômés et qui veulent avoir un emploi coûte que coûte, ils se mettent à apprendre tout et n'importe quoi. Ils risquent de se retrouver dans la situation, comme ils l'ont dit tout à l'heure, dans un entretien où tu postules pour un poste spécifique, on te pose des questions très spécifiques et tu n'arrives pas à répondre. Donc, à ce niveau-là, au début, il faut se spécialiser sur tel ou tel côté, apprendre aussi autant que vous pouvez, mais bien apprendre surtout pour postuler dans des postes spécifiques. Et en fonction de ça, au fur et à mesure que vous allez durer dans l'entreprise, justement, si votre entreprise vous dit « OK, on a besoin que tu montes en compétence dans tel domaine », vous avez le temps de monter. Parce qu'aucune entreprise va vous demander de monter en compétence dans 20 domaines différents ou autres. Donc, vous avez le temps d'apprendre et c'est quelque chose, dont vous allez apprendre va vous servir quelque chose. Ce qui est différent quand vous venez de sortir de l'université, vous allez apprendre plein de choses, au final, vous vous perdez, vous n'êtes bon nulle part, vous n'êtes même pas sûr que dans tout ce que vous venez d'apprendre, ça va servir quelque chose. Parce que justement, je disais la dernière fois, il y a un concept qu'on dit le YouTube Hell. Donc, avec les tutoriels Hell, ça veut dire que les gens se mettent à se perdre, à regarder une tonne de vidéos YouTube, à apprendre plein de choses. Au final, ils oublient ou ils sont bons nulle part. Et le plus important aussi, en fonction de l'expérience, c'est d'apprendre aussi à lire la documentation. Parce que parfois, vous avez des tâches sur des domaines que vous ne maîtrisez pas forcément, mais vous devez être en mesure de vite aller sur la documentation et de pouvoir mettre en exécution, à implémenter les solutions que vous pouvez lire dans les documentations, parce que vous n'aurez plus ce temps qu'on dit d'aller sur YouTube, de lire toute une formation, une playlist pour régler un petit problème qu'on vous a demandé au boulot. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de construire aussi ce soft skill, cette capacité de pouvoir vite, de vite pouvoir apprendre en fonction des documentations en termes de besoins. S'il vous plaît, mettez-vous en mute quand vous ne parlez pas. Oui. Et puis, de pouvoir vite justement monter en compétence. Et vous savez là maintenant que vous maîtrisez tel ou tel domaine que vous avez appris grâce au boulot. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez trouver quelqu'un qui est bon un peu partout, mais au fil des années. C'est-à-dire qu'il a fait plein d'entreprises durant lesquelles il est monté en compétence et il a appris des choses qui sont concrètes, c'est-à-dire des choses qui l'aident dans son travail. Et c'est avec le temps qu'on construit justement un ensemble de compétences qui va vous aider même au fur et à mesure de trouver beaucoup plus de boulot. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont professionnels, software engineer ou bien seniors, ils voient que pour eux, ils ont énormément de domaines de boulot et qu'un junior aujourd'hui galère à trouver du travail. C'est parce que justement, il y a un genre d'obstacle où il y a un milieu où, quand on dépasse un certain niveau, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de développeurs, par exemple dans mon domaine, et on voit qu'en fait, il y a en même temps plein de juniors qui crient et qui sont malheureux parce qu'ils ne trouvent pas assez de job. Donc, c'est un peu le dilemme ou justement la situation qui est un peu difficile. Mais comme j'ai dit, une fois que vous allez trouver votre premier boulot, vous allez monter en compétence, vous verrez qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, ça deviendra de plus en plus facile pour vous, déjà de vous réorienter suivant les technologies et aussi de trouver du travail, tout simplement. Voilà.
Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Goro, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, aujourd'hui, un informaticien, en fait, il doit s'auto-former tout le temps et tout le temps, et ne pas se limiter à ce qu'il a appris à l'école. Parce qu'en gros, les choses évoluent, etc. Donc, quand on ne s'auto-forme pas, il sera vraiment pénible de trouver du travail. Bon, pour le DevOps, aujourd'hui, je sais qu'en France, il y a quand même pas mal de boulot sur ce domaine-là. Et des fois aussi, ils disent qu'ils ont du mal à trouver des bons candidats qui matchent. Et je pense aussi que la meilleure façon de chercher du travail, c'est aussi de se certifier. Il faut se certifier, quoi. C'est quand même très important parce qu'il y a pas mal d'entreprises où c'est vraiment primordial de se certifier. Donc, et en même temps, quand on se certifie aussi, on apprend en même temps. Quand on se prépare une certification, on apprend et on apprend. Donc, en gros, une fois qu'on a la certif, donc là, même si on n'est pas expert sur cet outil-là, on connaît quand même, on sait travailler avec. Donc, en gros, pour ceux qui cherchent du travail, moi, je leur conseille quand même de s'auto-former, mais aussi de se certifier. Oui, bon, en tout cas, merci. Parce que c'est la question même que je voulais poser concernant les certifications. Bon, Ibrahima, tu voulais intervenir? Oui, avant de faire le tour du table, c'était intéressant. En fait, je voulais juste dire aux intervenants de laisser comment dire, leurs réseaux sociaux et des liens sur le chat. Comme ça, si potentiellement on a des questions, si on peut vous solliciter. Si vous avez des blogs aussi, vous pouvez laisser sur le chat ou nous contacter après. Juste ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Amadou, tu voulais dire un truc? Oui, exactement. En fait, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Goro. En fait, donc concernant la formation, je pense que c'est très important. En fait, Monsieur Dioum, en fait, Goro en a parlé. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qu'on souhaite faire, on peut le faire si on a de la volonté, parce que toutes les ressources aujourd'hui sont disponibles. Voilà. Et je prends l'exemple de Microsoft. Voilà, c'est là où moi j'évolue. En fait, il y a un site qui s'appelle Microsoft Learn. Il y a toutes les formations gratuitement disponibles, que ce soit du Azure DevOps. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Donc, il y a le cours de la formation Azure DevOps tout complet, gratuitement. À la fin de chaque chapitre, on a un test de compétences à faire pour faire un QCM pour valider est-ce qu'on a bien maîtrisé le sujet. Et également, je viens de mettre un lien pour tester Azure DevOps gratuitement. Voilà, ça veut dire que Azure DevOps, on peut l'utiliser jusqu'à 5 utilisateurs de manière gratuite. Donc, ça, je dis ça aux étudiants. N'hésitez pas. Voilà, j'ai mis les deux liens. Suivez le lien de la formation, mais également, faites des tests, faites des déploiements pour vraiment maîtriser la chose. Et voilà, aller en deep dive, comme disait Mort tout à l'heure, et vraiment maîtriser la chose. Voilà. Oui, bon, je pense, merci beaucoup, Amadou. Je pense que Goro, tu voulais dire un truc? Ou bien c'est par erreur? Ok, bon, donc, genre, et là, je pense que je vais donner ça à Mort. Mort, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé de Docker, tout ce qui est Kubernetes, etc., et tout son importance, mais ça, peut-être, on va laisser jusqu'au l'autre webinaire qui va parler de cloud et tout ça. Donc, en tout cas, comme Ibrahim l'a dit, vous pouvez laisser tous vos contacts parce que moi, franchement, les gars, le mot, quoi, c'était hyper intéressant, quoi. J'ai appris énormément de choses. En tant qu'ingénieur DevOps, en tant qu'ingénieur DevOps, j'ai appris énormément de choses dans tout ce qui est aspect pratique, tout ce qui est stratégie de mettre en place des choses et tout. Franchement, pour un débutant, pour quelqu'un qui veut entrer dans ce domaine, c'était bien expliqué et c'était clair, franchement. Et comme je l'ai dit, toutes ces personnes que vous voyez là sont des Sénégalais qui sont bien dans leur domaine et sont hyper disponibles. Donc, essayez d'avoir leur contact au niveau de LinkedIn, au niveau de Twitter, etc. et tout. Et essayez de les contacter. Essayez de suivre les meet-ups au niveau du lien que Ibrahim va mettre. Et vous allez avoir ces genres de personnes à chaque fois pour gagner plus d'expérience et aussi connaître des choses, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et c'est un immense plaisir de vous avoir. Je sais que vous n'avez pas de temps. Mort, pareil, Mustapha, vous êtes dans d'autres trucs, même aussi Cora et Amadou. Franchement, merci à tous. Donc, avant de faire le tour du table, je vais commencer par Ibrahim Mbouch.
Donc, par Ibrahim Diago. Donc, je pense, Ibrahim, ton dernier mot et ton message. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'était hyper important de parler de tout ça parce que pour moi, je pense que le partage est une chose qui est hyper importante. Et quand on atteint un certain niveau dans la vie, au niveau professionnel, c'est bien de partager avec les gens qui sont en bas, comme ça, pour qu'ils puissent se préparer par rapport à ce qui est devant eux. Et par rapport à ce sujet, moi, je pense qu'il faudra organiser une autre session et pour parler même de l'adoption de cette culture DevOps au niveau des entreprises. Par exemple, je suppose qu'il y a des chefs d'entreprise peut-être qui écoutent cette émission et s'ils veulent intégrer ces genres de culture-là, comment ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent faire, comme on le dit au Sénégal, du par venir prendre tous les outils et vouloir l'implémenter directement? C'est important aussi de leur dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir et faire à 100%, il faut y aller mollo, automatiser certains et voilà, y aller petit à petit. Donc, c'est important. Et franchement, merci beaucoup pour cette invitation et à la prochaine, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, hein, Ibrahim, en fait, et merci beaucoup encore une fois pour l'ensemble du travail que tu es en train de faire dans la communauté. Donc, merci beaucoup. Et Gora, M. Gora, les derniers mots. Donc, en fait, je vous remercie pour cette invitation, donc, qui est quand même dans un événement très, très riche, où j'ai donc l'occasion de partager avec des personnes qui, dans ce domaine très, très particulier qui est le DevOps. Donc, je suis vraiment ravi de faire partie de ce meet-up. Et donc, en fait, le conseil que je donne quand même aux jeunes, c'est quand même de s'auto-former. Donc, de ne pas se limiter à ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, voilà, en gros, un grand merci. Merci beaucoup encore quand même pour la disponibilité, aussi la réactivité lors de l'invitation. En tout cas, merci. Donc, Amadou? Ben, moi, en fait, Goro, ça a été un plaisir vraiment de partager ce meet-up avec l'ensemble des autres intervenants. Voilà, en étant même un intervenant, moi, j'ai beaucoup aussi appris des autres. Voilà, sur d'autres aspects, que ce soit la sécu ou sur toute la partie DevOps de manière générale. Donc, ça a été vraiment un moment d'échange. Voilà, très enrichissant. Merci à tous. Donc, on se dit peut-être une prochaine fois, voilà, pour pouvoir... Pas de souci. Bientôt. Merci beaucoup, en tout cas, un grand merci. Hein. Ok, merci beaucoup, en tout cas. Et Rodrigo? Alors, je voulais d'abord te remercier pour l'invitation. Et puis, je pense justement que la communauté en avait besoin de ce genre d'échange pour le partage d'informations, de connaissances, etc. Et aussi pour peut-être vulgariser aussi les entreprises, ceux qui sont peut-être à un niveau plus haut, pour voir que peut-être ils devraient aussi proposer des environnements beaucoup plus propices pour la montée en compétences même de leurs employés, etc. On en voit que certaines entreprises même ont certaines lacunes justement pour assurer une certaine qualité parfois, et puis certaines personnes sont hors d'eux-mêmes justement pour crier, dire que ouais, ça devrait être mieux fait, etc. Enfin bref, je dirais aussi que je vais laisser un lien vers un compte YouTube d'un Français, je crois, qui fait des formations de DevOps. Il a 1042 vidéos et il y a tout dedans, Terraform, Ansible, etc. C'est Ravi, je pense, hein? Ouais, exactement. Oui, Ravi, je connais. Je pense qu'il a quand même des ressources qui sont pas mal. Et puis voilà, j'espère aussi reparticiper dans le futur ou assister en tout cas à vos conférences. Et puis, je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est ce qui manquait. Donc, voilà, je vous remercie et puis à la prochaine. Oui, en tout cas, merci Rodrigo, en fait, pour tout, hein, pour la participation et tout. En tout cas, merci encore une fois. Et peut-être on va se dire à bientôt, hein, toi. Donc, OK. Et Mustapha, encore une fois, merci hein, pour la disponibilité et tout. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Goro, pour cette initiative. Et voilà, ça a été très, très, très intéressant, en fait, de partager avec tous ces experts, en fait, et d'apprendre d'eux aussi. Et j'espère qu'on a pu aider quelques-uns, en fait, aussi à y voir plus clair. Et dernier conseil, juste, en fait, que tu m'as donné, c'est que, voilà, si le sujet, c'était le DevOps et DevSecOps, en fait, il faut comprendre, en fait, que c'est
au-delà de vos compétences, c'est aussi en fait la nouvelle façon dans laquelle les entreprises décident de travailler. Il faut bien le comprendre comme ça. Et que quand tu es déjà, même, je doute bien que les élèves ou les étudiants sont déjà bien experts dans leur domaine, où ils maîtrisent bien leur truc, voilà. Donc, l'étape suivante, c'est de comprendre vraiment cette philosophie de travailler que les entreprises cherchent. Et en fait, ça s'accompagne aussi de certaines mentalités. Voilà, en fait, surtout la mentalité de se dire, bon, moi, je fais mon boulot et je ne m'occupe plus du reste, en fait. Ça, c'était l'ancienne mentalité que le DevOps essaie aussi de casser. Voilà, donc si tu es développeur en Java ou je sais pas quoi, en fait, et que, voilà, sache que dans ta manière de travailler, intègre le fait que il faut que tu t'intéresses à ce qu'est un déploiement, c'est quoi, en fait, tu ne te dis juste pas que moi, je sors mon code et c'est fini. Voilà, donc ça, c'est le conseil parce que, voilà, et d'ailleurs, les entreprises, quand ils vont faire les entretiens et tout, c'est aussi des choses qu'ils essaient d'observer. Est-ce que c'est quelqu'un de cloisonné ou quelqu'un d'ouvert à tout. Voilà, c'était juste le dernier conseil. Et encore une fois, merci beaucoup à tous et j'espère qu'on pourra se retrouver pour parler d'autres sujets de la communauté. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha. Franchement, merci encore une fois. Et donc, à Mordjou. Merci Goro, merci pour cette initiative. Ça a été vraiment intéressant. Et puis, même nous, en tant qu'animateurs, en fait, on a appris quelque chose des autres. Parce que, bon, c'est bien aussi de partager. Parce qu'en fait, la vie, en fait, c'est un ensemble d'expériences. Et comme j'ai l'habitude de dire, celui qui ne partage pas, c'est celui qui ne connaît rien du tout. Donc, c'est ça que j'ai l'habitude de dire. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que des fois, quelqu'un peut se bloquer sur un truc, tu lui donnes le truc, alors il va te déplacer. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de génial parce qu'en fait, il ne faut pas se dire que voilà, c'est ça mon gagne-pain ou bien c'est ça que je sais faire, je ne vais pas le partager. Si tu es comme ça, moi, je ne te considère pas. Je dis qu'en fait, que voilà, tu ne fais pas avancer les choses et tu n'aides pas à ce que les choses avancent. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un problème en tant que développeur, tu as tendance à taper sur Internet, tu as la solution. Cette solution-là, c'est quelqu'un qui te l'a donnée. Donc, pourquoi pas, toi, en fait, pourquoi pas faire pareil pour participer sur des trucs partager sur ce que tu fais, sur ce que tu sais faire pour permettre à d'autres personnes en fait d'avancer ou bien permettre à d'autres personnes de se débloquer pour avancer sur d'autres sujets. Donc, merci pour cette initiative. Et le conseil peut-être que je vais donner aux débutants, c'est qu'en fait, il ne faut pas en fait essayer d'aller sur le tout. Il faut vous spécialiser. Il faut connaître les choses que vous faites. Il faut que vous entrez en profondeur sur le sujet pour être capable de répondre carrément aux questions, pour qu'on sache exactement que voilà, vous êtes des gens, vous êtes quelqu'un en fait qui a souvent l'apprentissage dans sa main, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il est sur un sujet, il entre en profondeur, il apprend pour connaître les coulisses, les avantages et les inconvénients de la solution, etc. Et c'est bien de regarder les tutoriels parce qu'aujourd'hui, bon, moi j'ai commencé par ça. Et quand on est débutant, d'habitude, on a tendance à aller sur YouTube, regarder des tutoriels, mais il ne faut pas vous limiter sur ça, parce que ça vous permet de commencer, de faire quelque chose qui marche. Mais pour vraiment maîtriser la chose, il faut aller vers les documentations officielles. Que ce soit Azure, que ce soit AWS, que ce soit Kubernetes, il faut aller vers la documentation officielle. C'est là qui va vous permettre d'avoir les patterns, c'est ça qui vous permet d'avoir les bonnes pratiques en matière de la technologie pour pouvoir aider quelqu'un sur cette technologie-là. Et c'est exactement ce que les entreprises attendent de vous, parce qu'aujourd'hui, si une entreprise te recrute en tant que ingénieur AWS, il attend à ce que vous aidez l'entreprise ou bien à ce que vous aidez un client de l'entreprise sur cette solution-là. Donc, si vous ne connaissez pas les bonnes pratiques sur cette solution-là, ça pose problème. Donc, merci encore une fois à Goro et j'espère qu'on va se retrouver pour prochainement sur d'autres sujets bien spécifiques et voilà, on aura l'occasion aussi de partager davantage sur d'autres sujets. Merci. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et donc, le replay, bon, après, je vais le partager sur YouTube. Encore une fois, merci. Et à la prochaine. Et merci beaucoup pour votre disponibilité et votre réactivité. OK, merci beaucoup, Gora. Merci, Moustapha. Merci, Amadou et Rodrigo aussi. Et Ibrahim Diago. Merci, Ibrahim aussi. Ibrahim Bouch. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bon week-end.